Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La bataille pour les présidences des groupes a débuté au Sénat. François Patriat a été réélu à la tête du groupe La République En Marche. Jean-Claude Requier devient le nouveau chef de file des sénateurs RDSE. Suspense du côté des socialistes sur fond de tension et de risque de division. Le détail à suivre. À droite, Hervé Marseille devrait succéder à François Zocchetto comme président du groupe centriste. Chez les LR, le vote aura lieu demain. Bruno Retailleau est candidat à sa succession. Reste une inconnue, y aura-t-il un groupe constructif au Sénat? Les tractations vont bon train, on en parle dans un instant. Un discours pour refonder l'Europe pour Emmanuel Macron. Elle est trop faible, trop lente, trop inefficace. Il faut donc la relancer face aux grands défis du monde. Déclaration du chef de l'État devant des étudiants à la Sorbonne. Analyse et décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui, le multiplex politique et parlementaire. C'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek devant la salle du groupe centriste ici au Sénat. Je le disais, Saveria, Hervé Marseille a de fortes chances de devenir le nouveau président de ce groupe. L'ancien maire de Meudon, après le retrait de la candidature d'un autre centriste, Vincent Capo-Canella. Absolument Delphine, c'est une élection sans grande surprise qui devrait se dérouler dans quelques instants. Seul un sénateur, vous l'avez dit, est candidat pour succéder à François Zocchetto. Il s'agit du sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille. Alors on a cru un moment que l'ancien ministre, Jean-Marie Bockel, allait lui aussi se lancer dans la course pour lui disputer la présidence. Il a été également question un moment de Vincent Capo-Canellas. Finalement, Hervé Marseille est bien le seul candidat pour présider le groupe centriste. Un groupe qui, on le sait, a été revigoré par ces élections sénatoriales. Il pourrait dépasser les 50 membres. Ils étaient, je le rappelle, à la fin de la dernière session, 42 membres. Le groupe sera donc plus que jamais un groupe pivot du Sénat. La question de la ligne, elle a aussi fait débat entre les Modernes qui soutiennent totalement le gouvernement et les UDI qui demandent plus de considération de la part du pouvoir. Voilà donc pour l'élection du président du groupe centriste, une élection qui va se dérouler dans quelques instants maintenant. Merci à vous, Saveria. Et du côté du groupe socialiste, les négociations sont en cours. Pour l'heure, Laurence Rossignol et Martial Bourquin se sont déclarés candidats à la présidence de ce groupe. Mais la question de la ligne politique reste ouverte. Cécile Sixou. Les anciens accueillent les nouveaux. Les socialistes, qui ne pensaient pas être si nombreux, sont contents de se retrouver. Pourtant, cette première réunion de groupe est déterminante. Il s'agit de fixer leur ligne politique au Sénat. Et si tous sont pour faire face à la droite sénatoriale, le positionnement face au gouvernement est plus ambigu. Je pense que c'est l'intérêt du pays que ce gouvernement puisse réussir. Alors, non, je ne suis pas Macron, je n'ai pas rejoint le groupe Macron. Je suis au groupe socialiste. C'est avec beaucoup de détermination jusqu'à aujourd'hui, mais sur une position nuancée. Dans cette rentrée, la ligne économique et sociale du gouvernement est tellement libérale et tellement peu soucieuse de justice sociale. Quand on est socialiste, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de se situer dans l'opposition. Je suis cohérent avec moi-même. Nous avons effectivement voté au sein du parti l'opposition. Moi, j'ai fait campagne et j'ai pu mesurer ce qu'était la position des élus sur Emmanuel Macron et sa politique. Après 3 heures de discussion, le groupe a tranché. Je crois qu'on est arrivé à un rassemblement. Nous avons décidé que nous n'étions pas dans la majorité présidentielle et que nous étions dans l'opposition sénatoriale. Pas dans la majorité présidentielle, l'ambiguïté des mots sera clarifiée après le choix du président du groupe. 3 candidats se présentent, le sortant Didier Guillaume, Martial Bourquin et Laurence Rossignol. Chacun a une position claire de la ligne à adopter face à Emmanuel Macron. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui devant la salle Clémenceau où sont réunis les socialistes. Bonjour Tam, on l'entendait dans ce reportage de Cécile Sixou avec Quentin Calmet. Beaucoup de discussions autour de la ligne adoptée vis-à-vis de l'exécutif. Est-ce que les socialistes ont tranché ?
Eh bien, les socialistes ont tenté plutôt de mettre tout le monde d'accord et pour eux, eh bien, finalement, ce qui a été décidé, c'est qu'ils n'étaient pas dans la majorité présidentielle, mais pas non plus dans l'opposition systématique. Et certains dans le groupe nous ont dit qu'ils ne trouvaient pas cela extrêmement clair. Nous, on a également pu entendre ce matin l'ancien secrétaire d'État André Valigny qui, lui, a résumé cette ligne en 2 mots, socialiste mais raisonnable. Écoutez-le. Nous sommes socialistes, nous avons des valeurs à défendre, des convictions à défendre et nous sommes raisonnables au sens où nous ne voulons pas être dans l'opposition systématique. Nous ne sommes pas fermés à toute réforme pourvu que ces réformes aillent dans le sens de la justice sociale, de l'égalité républicaine, du progrès durable et partagé. Donc c'est en fonction des textes qui nous seront présentés que nous pourrons arrêter nos votes au fil de la législature. Socialiste et raisonnable, eh bien on va justement voir quelle interprétation en font les candidats à la présidence du groupe, puisque les sénateurs sont en train actuellement de voter sur cette présidence. Alors justement, Tam, quels sont les candidats à la présidence du groupe socialiste? Eh bien, il y a tout d'abord Laurence Rossignol. Laurence Rossignol qui a annoncé sa candidature officiellement devant le groupe ce matin. L'ancienne ministre des Familles, sénatrice de l'Oise depuis 2011 et qui a été réélue ce dimanche dans son département. Elle a aussi intégré au mois de juillet la direction collégiale du Parti socialiste. Laurence Rossignol, finalement, qui occupe une sorte de place relativement centrale en ce que, elle a appartenu au gouvernement de François Hollande, mais clairement, elle n'est pas en même temps dans la majorité présidentielle. Deuxième candidat, on l'a également vu tout à l'heure dans notre reportage, il s'agit de Martial Bourquin. Martial Bourquin qui l'a annoncé à Public Sénat en fin de matinée, le sénateur du Doubs qui est plus à gauche et certains disent dans le groupe qu'il est moins clivant sur la forme que Laurence Rossignol. C'est un spécialiste des sujets industriels, mais beaucoup moins connu au niveau national que l'ancienne ministre. Enfin, sachez que Didier Guillaume, l'actuel président du groupe, est candidat à sa succession, le sénateur de la Drôme, qui est un fin manœuvrier. Il a pour lui la réussite relative du groupe socialiste lors de cette élection, puisque le groupe a largement sauvé les meubles par rapport aux prévisions qui étaient assez catastrophistes pour les sénatoriales. Mais il a contre lui d'avoir dit que le groupe devait être dans la majorité présidentielle. Et on l'a bien vu, la ligne ne va pas dans ce sens-là. Merci beaucoup, Tam. Et on vous retrouve dès que l'on sait si un président a été élu. On continue à présent les réactions des nouveaux sénateurs qui font leur entrée au Sénat. Je vous propose d'écouter Franck Menonville. Il a été élu dimanche dans la Meuse et il est au micro de Saveria Rojek. Bonjour Franck Menonville. Bonjour. Vous venez donc tout juste d'être élu sénateur de la Meuse. Premier pas au Sénat, premières impressions. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, c'est un grand honneur de siéger au Sénat. Donc je fais effectivement mes premiers pas, c'est la séance d'accueil. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre parcours? Vous êtes issu, je crois, de la société civile, vous êtes agriculteur. Voilà, tout à fait, je suis agriculteur dans la Meuse. Je suis engagé dans des organisations professionnelles agricoles et je suis adjoint dans une petite commune de 420 habitants, Stainville. Et alors justement, sur quel dossier, dans quel domaine comptez-vous vous investir, comptez-vous travailler ici au Sénat? Particulièrement les dossiers touchant la ruralité et l'agriculture. Est-ce que vous pensez éviter les écueils? On a beaucoup taxé les députés En Marche, les nouveaux élus En Marche d'amateurisme. Est-ce que vous pensez éviter cela en tant que nouvel élu au Sénat et en tant qu'issu de la société civile? Écoutez, je vais y travailler. Et puis je suis accompagné par mon prédécesseur qui va me donner dans les premiers mois un bon coup de main. Voilà. Une dernière question, vous êtes aujourd'hui sans étiquette, je crois que vous êtes plutôt de sensibilité centriste. Quel groupe allez-vous rejoindre au Sénat? Le groupe RDSE, voilà, ça devrait se faire dans la journée. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, c'est aussi la réélection de François Patriat qui a été réélu ce matin président du groupe La République En Marche à l'occasion de la première réunion de ce groupe depuis les élections sénatoriales. Son nom a été proposé par la sénatrice sortante de Paris, Bariza Chiari, sous les applaudissements de ses collègues et il n'y a pas eu de vote. Alors je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait au micro de Sandra Cerquera. Notre démarche à nous, c'était de montrer que nous étions dans l'ADN du mouvement et que nous allions aller chercher des gens sur tous les chiquiers politiques, dans toutes les catégories sociales, pour essayer de traduire dans le Sénat
ce que nous avions traduit à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup plus difficile. Mais notre démarche aujourd'hui, elle est celle non pas d'aller chercher tel ou tel, c'est de construire des majorités relatives ou réelles sur les textes, les grands textes qui vont avoir lieu maintenant. Donc le rôle du Sénat, c'est pas nous qui allons faire la majorité, on le sait bien. Ça va entre 20 et 30 aujourd'hui, mais c'est nous qui allons peut-être permettre de dialoguer avec les socialistes, avec les républicains, avec les centristes, avec le MoDem, pour qu'on se retrouve, comme on l'a fait d'ailleurs pendant la session d'été, sur 2 textes importants, qui étaient la loi d'habilitation et la loi sécurité, où une majorité s'est dégagée au-delà des clivages partisans habituels. Et on continue avec Tam Tranui qui a pu interviewer Jean-Claude Requier. Le sénateur a été élu président du groupe RDSE ce matin. Oui, Jean-Claude Requier, vous venez d'être élu président du groupe RDSE après avoir été très bien réélu sénateur du Lot ce week-end. Quelle va être la ligne de votre groupe? Mais écoutez, je vais continuer ce qu'avait initié Jacques Mézard, qui était un président très actif, très présent, et qui a vraiment imposé le RDSE au Sénat. Alors, ma ligne politique, notre ligne politique, ça va être d'une part la liberté. Liberté donc d'intervention, puisque nous sommes un groupe assez divers, et chacun pourra donc s'exprimer. Et ensuite, liberté de vote, car nous ne sommes pas contraints à une discipline, et nous votons selon notre âme et conscience. Donc, quelquefois, c'est très différent, mais nous maintenons quand même une unité de groupe à travers cette diversité. Est-ce que vous diriez tout de même que vous vous inscrivez dans la majorité présidentielle, Vous l'avez dit, c'est la ligne initiée par Jacques Mézard qui est aujourd'hui ministre. Alors, nous sommes globalement, parce que pas tous au cas de tout, disons plutôt favorables au président, mais nous gardons donc notre liberté de vote et nous verrons au cas par cas, loi après loi, donc en étudiant bien les textes comme on l'a fait jusqu'à présent, ce que nous pouvons voter et ce que nous pouvons ne pas voter. En particulier, nous sommes beaucoup d'élus de la ruralité, dont nous sommes très attentifs donc à la défense des territoires. Sur quelles troupes allez-vous pouvoir compter, Monsieur Requier? On a déjà annoncé qu'il y a certaines personnalités investies par La République En Marche qui allaient siéger au groupe RDSE. Il y a également un rassemblement avec les radicaux valoisiens. Alors ce matin, pour mon élection, nous étions 16. Oui. Donc je pense que nous allons atteindre une vingtaine de membres. C'est vrai que nous avons eu le renfort, nous sommes très heureux, donc de certains radicaux valoisiens, en particulier Jean-Marc Gabouty et d'autres. Dernière question, on sait justement que vous aviez hésité à vous appeler finalement les radicaux. Qu'est-ce qui a fait que vous gardez votre nom du groupe RDSE? Écoutez, nous sommes le Rassemblement démocratique et social européen, c'est un beau nom. Nous sommes l'héritier du plus ancien groupe politique du Sénat qui était la gauche démocratique. Eh bien, je crois qu'il faut un peu de stabilité là aussi et nous allons garder donc ce nom de RDSE. Merci beaucoup Jean-Claude Requier d'avoir répondu à nos questions. Merci madame. On en vient à présent à la refondation de l'Europe avec ce discours prononcé cet après-midi, il y a quelques instants, par Emmanuel Macron devant un parterre d'étudiants à la Sorbonne. Un discours dont les ambitions sont quelque peu contrariées par le contexte électoral allemand de ce dimanche. Alors avant d'en parler avec mes invités, on écoute le chef de l'État. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Mais l'Europe seule peut nous donner une capacité d'action dans le monde face aux grands défis contemporains. L'Europe seule peut, en un mot, assurer une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Et depuis dimanche, je vous le disais, la percée des libéraux du FDP en Allemagne, la donne a changé en Europe. Le contexte est devenu beaucoup moins favorable pour mettre en œuvre le plan de refondation européen d'Emmanuel Macron. Les explications de Clément Perrault. Souvenez-vous, c'était le premier déplacement à l'étranger d'Emmanuel Macron. Reçu en grande pompe à Berlin, acclamé même par des militants brandissant des drapeaux européens, le tout nouveau président annonçait une refonte de la zone euro en partenariat avec Berlin et la chancelière lui ouvrait la porte. Nous avons besoin de renforcer la zone euro, pas seulement de manière intergouvernementale. En tant que composant de l'Europe, nous avons besoin de ces changements de traité. Sauf que quelques mois plus tard, les élections allemandes sont passées par là. La donne vient de changer. Angela Merkel va devoir créer une nouvelle coalition sans les sociodémocrates du SPD. Elle ressemblera sans doute à cela.
la CDU alliée aux libéraux du FDP et aux Verts. Deux partenaires très différents qui pourraient rendre très longues les négociations. Première conséquence pour Paris, il va falloir se montrer patient. Il va y avoir une période de plusieurs semaines et probablement plusieurs mois pendant lesquels les choses vont rester bloquées en Allemagne. Donc ça, c'est une première difficulté en termes de timing, puisque Emmanuel Macron a choisi de lancer son offensive européenne dès aujourd'hui, dès le lendemain des élections allemandes. La mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, c'est l'entrée très probable des libéraux du FDP au gouvernement. Leur leader, Christian Lindner, pousse pour obtenir le ministère des Finances, un poste clé en Allemagne. Et la politique qu'il défend pour la zone euro est à l'opposé de celle de Macron. Non à un budget commun, non à un ministre des Finances commun, oui à une sortie de la Grèce. Un parti très eurosceptique, son dirigeant vient de prendre position immédiatement après les élections pour dire pas question de faire ce que Emmanuel Macron propose, en particulier en termes de budget de la zone euro. Bon, en contrepartie, il y aura aussi a priori les Verts dans cette coalition qui devraient eux au contraire insister pour être davantage proactifs sur le terrain européen. Mais avec 11,5% des voix, le FDP n'est pas complètement en position de force pour négocier avec Merkel. Et pour obtenir le poste, il faudra déboulonner l'actuel ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, poids lourd de la politique allemande et de la CDU. Et on ouvre tout de suite le premier débat dans Sénat 360. J'ai le plaisir d'accueillir mes invités sur ce plateau. Pierre Laurent, bonjour, sénateur communiste de Paris, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean-Yves Lecomte, bonjour, sénateur socialiste. Vous représentez les Français établis hors de France. Merci à tous les deux. Première question pour vous, Pierre Laurent, puisqu'on voit que depuis dimanche et les élections législatives en Allemagne, le contexte est devenu beaucoup moins favorable pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez que son plan européen est quasiment enterré de relance de l'Europe? Écoutez, j'entends ça depuis 2 jours, répéter cette affirmation. Je ne comprends pas très bien sur quoi elle s'appuie. Parce que je cherche vainement les grandes contradictions qu'il y aurait entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et pour le moment, je ne les vois pas. Donc je pense que la question ne se pose pas du tout de cette manière. La chancelière qui va devoir composer avec la percée de mouvements eurosceptiques, c'est ça aussi la difficulté. Mais ça c'est un problème européen, ça n'est pas seulement le problème des élections allemandes, et la percée de tous ces mouvements eurosceptiques est le résultat de politiques libérales qui ont été menées dans toute l'Europe depuis des années, qui ont construit des inégalités terribles, ont provoqué un euroscepticisme chez beaucoup de peuples européens. Et pour le moment, je ne vois pas dans les propositions qui sont mises sur la table, ni par Angela Merkel, ni par Emmanuel Macron, une rupture véritable avec cette fuite en avant libérale et fédérale. Donc c'est ça le débat que nous devrions avoir. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Emmanuel Macron fait un grand discours aujourd'hui, mais est-ce qu'en France, le débat, en France et en Europe, va-t-il vraiment avoir lieu? C'est-à-dire les siennes de propositions, mais aussi les nôtres et d'autres propositions. Où et quand est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps d'exposer des contre-propositions qui, pour le moment, ne figurent pas véritablement dans ce que je viens d'entendre cet après-midi d'Emmanuel Macron? Jean-Yves Lecomte, sur ce contexte, est-ce que vous pensez qu'il est quand même moins favorable au chef de l'État pour relancer l'Europe? Écoutez, je pense de toute façon qu'une relance de l'Europe, ça se fait à 27, j'allais même dire à 28, parce qu'il y a encore la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc c'est de toute façon pas simplement sur le couple franco-allemand qu'on peut faire quelque chose. Par conséquent, attendons de voir. Ceci étant, moi j'attends aussi, finalement, j'accepte le diagnostic sur le fait que depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de vrai projet, mais j'attends les vraies propositions. On les connaît quand même, les propositions d'Emmanuel Macron, certaines mesures très concrètes. Alors il a fait beaucoup d'annonces cet après-midi, on va y venir, mais notamment en ce qui concerne un budget de la zone euro, un ministre des Finances de la zone euro. Ça, ce sont des propositions finalement qui vont prendre forme, qui sont très concrètes. Le fond du problème pour moi, c'est les critères d'utilisation de l'argent disponible, des richesses disponibles et de l'euro. Parce que j'entendais tout à l'heure Emmanuel Macron dire on va maintenant faire de l'euro cela. On a dit de la zone euro, on va en faire cela pour lutter contre le chômage. Mais on a dit la même chose de la création de l'euro. Donc la question, c'est que les critères avec lesquels on a construit aujourd'hui la zone euro ont débouché sur une très grande augmentation du chômage et sur la précarité. Si on veut
que ces outils et ces richesses servent à autre chose, alors il faut rompre avec les critères actuels d'utilisation de cet argent. Donc il faut des outils pour ça et des critères nouveaux. Et là-dessus, je n'entends pas de choses extrêmement précises. Il faut par exemple dire que l'argent qui est déversé par la Banque Centrale Européenne à taux zéro pour donner aux banques qui, elles, prêtent plus cher, tout ça, ça va cesser. De cela, Emmanuel Macron ne parle pas, que cet argent doit servir exclusivement à des projets de création d'emplois, à du développement social, et ne doit plus servir à entretenir les mécanismes financiers actuels extrêmement pervers et qui se retournent contre les populations et pour le développement des inégalités. C'est en rentrant dans le détail de ces choses-là, parce que sinon, le reste, c'est des belles paroles, mais qui vont déboucher sur la reproduction des mêmes politiques économiques qui nous emmènent actuellement dans le mur. Jean-Yves Leconte. Alors, je ne partage pas du tout l'analyse de départ, puisque finalement l'euro, ça nous a quand même permis, alors qu'il y a énormément d'échanges dans la zone, dans l'ensemble de l'Union européenne, ça nous a quand même permis d'éviter tous les risques de change et tous les coûts de change qui finalement se retrouvent à la fois dans les entreprises pour de l'investissement et dans le pouvoir d'achat. Alors après, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais sur ce point, il faut être clair, l'euro nous a apporté de la force, nous a aussi permis pendant 20 ans d'avoir des taux d'intérêt qui étaient relativement corrects par rapport à notre économie pour pouvoir nous développer. Alors, là maintenant, aujourd'hui... L'euro ne nous a pas protégés de la crise financière. L'euro ne nous a pas frappé. L'euro ne nous a pas protégés. L'euro nous a protégés, malgré tout. Simplement, si on n'avait pas eu l'euro, ça aurait été encore pire. Je peux vous inviter à regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays où il n'y avait pas l'euro. On ne peut pas dire que l'euro n'a pas protégé finalement le commerce entre les différents pays de l'Union européenne. Mais par contre, aujourd'hui, si on veut aller plus loin, parce qu'effectivement la situation est instable, il faut arriver à démocratiser cette zone euro. Mais on ne la démocratise pas en la déconnectant de l'Union européenne. La zone euro est partie intégrante des traités de l'Union européenne. Tout pays qui accepte de rentrer dans l'Union accepte de rentrer dans la zone euro. Il n'y a pas matière à faire un nouveau Parlement. Il y a matière, si on veut parler des questions budgétaires, à faire en sorte que le Parlement européen travaille mieux avec les parlements nationaux sur les questions budgétaires, et pas à créer un Parlement de plus. Donc sur ce point, évidemment, je crois qu'il ne va pas aussi loin qu'il le faudrait. Il faut démocratiser. Et en même temps, il y a la question de savoir si on veut un budget de la zone euro, pour faire quelle politique. Ouais. Moi, je crois d'abord qu'il faudrait s'interroger sur les budgets et sur les moyens de l'Union européenne au sens large. Et donc travailler d'abord sur la manière dont, dans la zone euro, on finance l'Union européenne. Pierre Laurent, parce qu'on voit bien déjà les réactions, notamment, et ça a été rappelé, de Christian Lindner, qui est le chef des libéraux en Allemagne. Pas question que l'argent allemand atterrisse en France ou en Italie pour éponger les dettes publiques françaises. Est-ce que vous êtes un peu sur cette ligne mais pas du tout. je suis à l'opposé de ça. Évidemment que, mais si on veut faire reculer justement les égoïsmes et ceux qui cherchent à se protéger non pas dans la solidarité mais à se protéger contre les autres et qui finalement entraînent tout le monde dans une concurrence qui est dévastatrice, y compris en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, le modèle social que certains vantent débouche sur une extension très importante de la précarité et de la pauvreté. Si on veut prendre un autre chemin que celui-là, alors il faut mettre le cap sur des mécanismes et des mécanismes de financement vers la solidarité, vers les services publics, vers des développements utiles. C'est pour ça que je dis que, bien sûr que la question démocratique est essentielle, parce qu'il y a une crise démocratique dans l'Europe. Et comment on arrive à convaincre nos partenaires européens de la nécessité justement de mettre en place ces mécanismes de solidarité? On voit plutôt au contraire et on le disait avec cette percée des eurosceptiques, il faut que la France, l'extrême droite en Allemagne, des mouvements de repli. Oui, d'accord, il y a des forces contraires. Donc il faut que la France prenne la tête d'un combat pour unir, et ils sont aussi très nombreux en Europe, les populations, les forces sociales, qui ont envie d'une Europe, une Europe de la solidarité. Bien sûr, il y a des forces contraires qui progressent, mais parce qu'on n'encourage pas les forces qui prônent la solidarité, parce qu'on ne leur montre pas qu'on peut construire l'Europe autrement. Et la France a la responsabilité politique de prendre des initiatives dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que nous allons y arriver facilement demain matin, mais on ne va pas commencer par dire, puisque c'est difficile, on renonce à toute ambition de transformation de l'Europe. Donc il faut bien sûr tenir un discours et faire des propositions de transformation de l'Europe, mais il faut que ces propositions soient concrètes. Par exemple,
il y a une résolution qui a été votée à notre initiative Parlement français pour tenir une COP fiscale pour éradiquer l'évasion fiscale et créer de l'harmonisation sociale par le haut, ça c'est important. Emmanuel Macron dit tout à l'heure, on va se remettre au travail sur l'harmonisation sociale, sauf qu'il oublie de dire une chose, par le haut ou par le bas ? Il faut que la France dise, il faut de l'harmonisation sociale en Europe, et maintenant elle doit avoir lieu par le haut. Et toujours par le haut. Et c'est ces principes-là sur lesquels la France doit se battre et doit se battre sans faiblir. Alors avant de vous donner la parole, Jean-Yves Leconte, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron puisqu'il a fait également des propositions en ce qui concerne une Europe de la défense. On l'écoute. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Nous n'avons pas les mêmes cultures parlementaires, historiques, politiques, ni les mêmes sensibilités. Et nous ne changerons pas cela en un jour. Mais je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun, en proposant une initiative européenne d'intervention visant à développer cette culture stratégique partagée. Pour créer ce rapprochement, nous avons besoin d'un changement profond. Je propose ainsi à nos partenaires d'accueillir dans nos armées nationales, et j'ouvre cette initiative dans les armées françaises, des militaires venant de tous les pays européens volontaires pour participer, le plus en amont possible, à nos travaux d'anticipation, de renseignement, de planification et de soutien aux opérations. Au début de la prochaine décennie, l'Europe devra ainsi être dotée d'une force commune d'intervention, d'un budget de défense commun et d'une doctrine commune pour agir. Alors que Fabienne Keller nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénateur Les Républicains du Bas-Rhin. On est en train d'analyser les annonces du discours d'Emmanuel Macron. Et justement, peut-être, question pour vous, on vient de l'entendre parler de ce problème aujourd'hui, de ce manque de culture stratégique commune pour créer une véritable Europe de la défense. Est-ce que vous pensez que le diagnostic est bon, Fabienne Keller ? Ah oui, je peux le confirmer puisque nous avons la chance à Strasbourg d'accueillir l'Eurocorps, qui est une structure dans laquelle plusieurs pays européens coopère, mais qui vient juste de commencer à avoir des mandats de l'Union européenne. C'est une innovation et c'est d'ailleurs quelque chose de très positif. Jusqu'il y a quelques années, ils n'avaient des mandats que de l'OTAN. Fort utile au demeurant, en Afghanistan, au Mali. Et là, ils ont eu un mandat en République centrafricaine de la part de l'Union européenne. Mais on sent bien qu'il faut renforcer cette volonté partagée. Il y a aussi toute la question du financement de la défense qui aujourd'hui repose sur les États membres. Mais bien sûr, il ne faut pas sous-estimer le fait que la Grande-Bretagne est un contributeur important de la défense européenne. Donc il faut s'inscrire dans une Europe des 27, mais avec des partenaires importants, notamment le Royaume-Uni qui doit rester à nos côtés. Ouais, Jean-Yves Leconte sur ce point, sur cette Europe de la défense, avec cette proposition très concrète d'accueillir au sein de notre armée des militaires des autres États membres. Qu'en pensez-vous ? C'est sympathique, mais c'est juste sympathique. On est dans le symbole, c'est ça ? Ça ne change rien à la donne principale. Parce que finalement, la question principale, je dirais, c'est la question qu'il a posée le 13 juillet devant l'armée. Qui est le chef ? Comment est-ce qu'on peut imaginer une défense européenne s'il n'y a pas quelqu'un qui incarne la décision sur l'arme nucléaire, la décision d'envoyer des soldats à la vie, à la mort ? Désolé, on ne fait pas ça en intergouvernemental. La question, si on veut aller plus loin en termes d'Europe de la défense, mais vraiment plus loin, ce dont on peut penser aujourd'hui que c'est vraiment nécessaire parce que notre sécurité, elle est commune. Alors là encore, comme sur l'euro, la question de la démocratisation, elle est essentielle. Parce que si on ne va pas vers ça, on ne peut pas tout partager. La responsabilité d'envoyer des soldats ou de réagir, ça ne peut se faire que de manière démocratique et on ne peut pas traiter ces problèmes si on ne pose pas la question de la démocratisation de l'Europe. Oui, c'est des initiatives sympathiques. On pourrait parler aussi de plus de coopération dans le domaine du militaire, de l'industrie, mais ça ne change pas finalement le gap que l'Europe doit aujourd'hui passer si elle veut pouvoir
passé la décennie, c'est sa démocratisation. C'est une initiative sympathique, dit Jean-Yves Lecomte. Vous le trouvez sévère à l'égard? Je pense sur ce point, là je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Fabienne Keller et ce que dit Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a un contresens historique. Je pense que la question que nous devrions mettre à l'ordre du jour, c'est en quelque sorte une nouvelle étape de l'organisation de la sécurité collective et de la sécurité commune, mais pas la question de la défense européenne. Parce que la question de la sécurité collective dans le monde que nous vivons, ça n'est pas seulement la réponse, ne peut pas être que militaire et ne peut pas être l'engagement dans la militarisation croissante de l'Europe. Et je pense que sur ce point, le cap général donné par Emmanuel Macron en matière de sécurité n'est pas le bon. Pourtant, il veut faire de l'Europe une promesse de paix, hein, je reprends ses propos. Oui, mais faire une promesse de paix, ça n'est pas forcément armer davantage l'Europe. Or, pour le moment, c'est ce vers quoi nous nous engageons, puisque les membres de l'OTAN doivent maintenant tous consacrer 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Les dépenses d'armement sont en train d'être relancées dans le monde entier, et les États-Unis se sont, eux, lancés, et d'autres pays en Asie, etc. Donc nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus inquiétant. Et les initiatives que devrait prendre la France et que devrait prendre l'Europe, ce sont de nouvelles initiatives de désarmement. Et de désarmement multilatéral. Le président de la République, le même président de la République a prôné devant l'Assemblée générale de l'ONU le multilatéralisme et de faire primer les logiques de paix contre les logiques de guerre, mais à ce moment-là, il faut en tirer des conséquences. Et je pense que l'Europe devrait prendre la tête du combat mondial pour la relance de nouvelles initiatives de désarmement qui ont été possibles à une certaine époque et qui ont reculé depuis. Et je pense que de la même manière que sur des questions, des grands enjeux qui nous sont posés comme celui des migrations, nous ne pouvons pas répondre que par des réponses sécuritaires. Nous devons répondre par des réponses qui sont des réponses de développement partagé. Peut-être la réponse de Fabienne Keller et ensuite on viendra à la question justement des migrations, puisque Emmanuel Macron en a parlé devant la Sorbonne. Peut-être évoquer un adage populaire, hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le risque mondial aujourd'hui, c'est le terrorisme islamiste. Il faut s'y préparer en se coordonnant mieux. Un peu des moyens, mais surtout de la coordination. Travailler ensemble. L'ensemble européen est tout naturellement un espace où on peut mieux travailler ensemble. Il y a de nombreuses initiatives, mais elles sont bilatérales. C'est bien sûr une prérogative très régalienne, hein, la défense. L'histoire des différents États membres n'est pas la même. On connaît la réserve qui s'ouvre petit à petit, mais des Allemands à constituer une armée et à développer une véritable capacité militaire. Ceci dit, ils participent à Strasbourg à l'Eurocorps, ils sont actifs, ils participent à des commandements internationaux de l'OTAN, à des forces sur le terrain, dans différents terrains de présence de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut être là très volontaire et continuer à marquer des avancées, parce que c'est la protection dont nous avons besoin, mais l'aspect des frontières en est un autre versant sur lequel, pour le coup, la coopération intergouvernementale est tout à fait efficace. Deux remarques. Les menaces sur la sécurité du monde sont bien plus diverses que vous ne le dites, Fabienne Keller. Le terrorisme islamique, le réchauffement climatique et les catastrophes, les inégalités mondiales qui provoquent un peu partout des conflits dans le monde, desquels cherchent à se nourrir d'ailleurs les forces islamistes les plus radicales. Donc si on veut créer de la sécurité, nous savons aujourd'hui qu'il faut créer du développement partagé. Et c'est à cela, c'est à cela qu'on devrait consacrer les richesses et pas à l'augmentation de nos budgets militaires respectifs. Or, c'est pourtant l'orientation que nous sommes en train de prendre. Et je crois que cette direction-là n'est pas la bonne. Et une dernière chose, puisque on parle de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est un pays, pour des raisons historiques que chacun connaît, dans lequel justement le sentiment pacifiste est très fort, et singulièrement dans la jeunesse allemande. Alors à cette jeunesse allemande, c'est nous qui allons expliquer qu'il faut maintenant consacrer une part croissante des richesses de l'Europe
aux dépenses d'armement. Mais bien sûr que non. Au contraire, nous devrions nous appuyer sur les forces immenses qui existent en Europe et dans toutes les jeunesses d'Europe pour résister justement à cela. Et je pense que la France devrait tenir une parole forte sur ça. Jean-Yves Lecomte, peut-être, alors avant de réécouter Emmanuel Macron, et sur une taxe carbone notamment. Sur ce point, peut-être une chose aussi. Je pense qu'il faudrait que beaucoup de responsables politiques français n'imaginent pas qu'on peut conserver ce qu'aujourd'hui la France fait en termes d'intervention extérieure en faisant financer par l'ensemble des pays d'Europe sans partager les décisions. Or, c'est souvent un peu le sentiment qu'on a quand on entend des responsables français parler de défense européenne. Finalement, on continue, nous, la France, à décider ce qu'on fait, et c'est l'ensemble de l'Europe qui paye. Et ça, il faut faire attention à ce biais-là. Parce qu'effectivement, d'autres pays n'ont pas le même sentiment d'urgence d'intervention ou le même sentiment sur les menaces. Et par conséquent, on a besoin aussi d'avoir plus de dialogue et plus de solidarité sur la bonne compréhension des menaces. Si vous parlez aux Baltes, ils ne vont pas avoir la même perception des menaces que nous. Or, si on veut parler d'une défense européenne, il faut qu'on soit capable d'analyser les menaces ensemble et de s'y préparer ensemble. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français s'imaginent que l'Europe, c'est un moyen finalement de continuer la politique française en faisant payer l'ensemble de l'Europe. Et ça ne marchera pas. Alors, on va réécouter le chef de l'État, puisqu'il a quand même mentionné une taxe carbone pour financer l'aide au développement. Pierre Laurent, on l'écoute. TTF ? Le chef de l'État qui s'exprimait devant des étudiants à la Sorbonne. Pour réussir cette stratégie, assurer pour nos industriels les plus exposés à la mondialisation, d'avoir un pied d'égalité avec les entreprises, les industries concurrentes venant d'autres régions du monde qui n'ont pas les mêmes exigences environnementales. C'est pour cela qu'il nous faut une taxe aux frontières de l'Europe sur le carbone. C'est indispensable. Elle est possible. Voilà, on vient d'entendre Fabienne Keller. Cette taxe carbone, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'elle a été proposée et pourtant ça n'aboutit pas. Alors est-ce que cette fois vous pensez que ça va aboutir, que le contexte est devenu plus favorable ? En tout cas, le président Macron marque une volonté. Je n'ai pas rédigé le discours, mais je pense qu'il évoque la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire ce mécanisme qui est d'ailleurs OMC compatible, compatible avec l'Organisation mondiale du commerce, qui permet de faire payer une taxe à des produits dont le contenu carbone serait élevé. C'est pour éviter la concurrence avec d'autres zones du monde qui n'ont pas de règles environnementales. Et ça, s'il arrive avec son énergie, peut-être l'axe franco-allemand, très sensible aussi à la question du carbone, à en faire une stratégie pour les 27 ou pour un noyau dur, c'est une piste très intéressante parce qu'elle permet d'éviter ce qu'on appelle le leakage, la fuite du carbone. C'est-à-dire que beaucoup d'industries en Europe se sont déplacées notamment vers l'Asie, vers des pays où les règles environnementales sont beaucoup plus laxistes. Et en fait, ça n'arrange rien du tout sur la situation de la planète et le réchauffement climatique qui est tout à fait, enfin je partage complètement, les autres défis du développement et du changement climatique. Et là, il répond à cette question du climat par une proposition concrète qui a le mérite aussi de créer une ressource partagée et commune, puisque c'est l'entrée sur le marché européen qui serait le déclencheur. Donc quelle que soit l'entrée, ça abonderait le budget européen. Votre réaction, Pierre Laurent ? Je ferai juste une remarque. Je rappelle quand même que la France et l'Europe, et la France viennent de signer un traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui prend le chemin exactement inverse. Puisque on ouvre au contraire la porte à un dumping social et environnemental qui a été dénoncé par de très grandes associations en France et en Europe, et notamment toutes les ONG qui se sont élevées contre les risques de ce traité de libre-échange. Donc d'un côté, on a un discours, et puis de l'autre, pour le moment, on a des actes contraires. Si on veut créer de la justice climatique et si on veut avoir de l'ambition en la matière, alors ce qu'il faut, c'est créer un fonds de développement social et écologique, comme nous le proposons depuis des années, qui permette de mutualiser de manière très importante des richesses qui existent en Europe pour engager le travail de transition écologique à l'intérieur. Parce que, sur ça, je le répète, nos axes sont tous les jours contraires. En France, l'Europe vote depuis des années des directives de déréglementation ferroviaire qui ont abouti à quoi ? À l'explosion du transport routier. Aujourd'hui, toutes les marchandises se transportent par la route en Europe au lieu d'être transportées par le ferroviaire. Pourquoi ? Parce que nous avons déréglementé le secteur
constructeurs. Et ce sont les mêmes qui ont fait ça. Il y a de la contradiction, Jean-Yves Lecomte, à ratifier. Si je peux me permettre, pour le Canada, pour le coup, ce n'est pas exact. C'est un des marchés qui a des règles environnementales les plus fortes, un marché du carbone nationales américaines vont pas qui est particulièrement structuré, donc qui probablement ne serait pas assujetti à cette taxe carbone aux frontières parce que leurs exigences sont plus fortes. Dans tous les cas, c'est sûr que si on ferme une usine en Europe qui est normée, où il y a des normes anti-pollution, et qu'on l'installe au Bangladesh, quand la Chine ferme une usine chez elle parce qu'elle veut respecter ses engagements COP21 et que sur un pays auquel elle investit dans le cadre de la route de la soie renvoie ses vieilles usines, non, si on continue de cette manière-là, finalement, les engagements de la COP21, c'est juste, ça ne sert à rien. Donc, c'est indispensable, effectivement, d'être capable de mettre en place ce type de taxe. Parce que sinon, finalement, il y a des fuites. En fait, les puits de carbone, enfin, les consommateurs, les émetteurs de carbone passent d'un pays à l'autre. Et à la sortie, globalement, sur la planète, ça ne change rien. Ou pire, ça s'aggrave. Et donc, c'est indispensable. Maintenant, ça va être très difficile dans la mise en œuvre. Mais je crois que c'est une orientation essentielle. Parce que de toute façon, après, il y a des questions de certification, il y a des questions de suivi, il y a des questions de crédibilité des gens qui vont vérifier les choses sur le terrain. Mais ça, si on intègre aussi le transport dans la taxe, ça peut avoir un effet très significatif. Alors, on va continuer d'analyser le discours d'Emmanuel Macron. Il était très attendu sur un point, celui qui concerne, on en a déjà un petit peu parlé, la création d'un ministre des Finances de la zone euro. On l'écoute. Un budget ne peut aller aussi qu'avec un pilotage politique fort, par un ministre commun et un contrôle parlementaire exigeant au niveau européen. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Fabienne Keller, on parlait du résultat des législatives en Allemagne dimanche. Ça va être compliqué maintenant de faire émerger un ministre des Finances de la zone euro. Alors on le sait bien, c'est le point difficile avec les libéraux allemands qui ne sont pas favorables à ce rapprochement, cette intégration dans le domaine économique et financier. Mais je crois que c'est bien que le président de la République marque un volontarisme. Puis après, c'est la règle en Europe, on discute. Il faudra probablement attendre la fin de la construction de la coalition. Intéressant aussi la dimension parlementaire, parce que il est très vraisemblable, Jean-Yves Lecomte et moi-même, nous participons à des interparlementaires, qu'il sera nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau, à la fois avec des délégués nationaux et des parlementaires européens, pour coordonner les politiques économiques et financières, puisque pour certaines, elles relèvent du niveau européen, peut-être du nouveau ministre des Finances européen, mais pour d'autres, elles resteront compétences nationales. Et on sent bien que c'est la coordination qui est le sujet, et donc il faut débattre. C'est quelque chose qui existe déjà dans le cadre du semestre financier européen. Simplement aujourd'hui, cette rencontre des délégations des 28 États membres ne prend pas de décision. Il faut peut-être simplement lui donner un rôle plus opérationnel, aux côtés du ministre des Finances annoncé. Vous, Pierre Laurent, vous seriez favorable à ce qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro ? Non, je ne crois pas que ce soit la solution. Il existe, aujourd'hui, c'est le ministre allemand de l'économie qui est le ministre des Finances, tout le monde le sait. Et c'est lui qui impose ces décisions, on l'a vu dans de nombreuses crises dans la dernière période. Je pense qu'il faut d'autres mécanismes de partage de la décision et qui ne peuvent pas être résolus par la nomination d'un ministre des Finances et qui doivent articuler l'échelon national et l'échelon européen. Et par exemple, sur beaucoup de décisions économiques en Europe, notre Parlement, comme les parlements nationaux dans leur ensemble, ne sont pas associés véritablement aux décisions. Les parlementaires européens eux-mêmes, issus des différents parlements nationaux, ne le sont pas assez. Donc si on veut parler de la démocratisation de la décision, il y a beaucoup de niveaux d'intervention, mais je ne crois pas que ce soit la fuite en avant vers un système ultra concentré de décision qui soit la solution. Parce qu'il faut faire progresser dans une décision partagée des nations qui veulent être souveraines, libres et associées. Mais il faut partager différemment la décision. Donc si on veut parler de la réforme démocratique de l'Europe, il faut élargir considérablement le sujet. Vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment associé, Jean-Yves Lecomte, à ces décisions en matière de finances ? De toute façon, c'est pas très lisible. C'est-à-dire que nous, si on est concentré sur un sujet, on peut y arriver en tant que parlementaire. Mais je crois que c'est au niveau finalement de l'opinion publique qu'il y a un sentiment que finalement l'Europe, les États ne partagent pas leur souveraineté avec l'ensemble des citoyens sur ces questions.
façon. Et c'est ça c'est la difficulté finalement de la crédibilité de l'Europe vis-à-vis de l'ensemble des opinions publiques. Et je crois que sur cette question du ministre des Finances, si c'est pour dire on veut un budget de plus pour dépenser plus d'argent sur d'autres politiques, il faut dire quelle politique, etc. Je ne suis pas sûr qu'effectivement avec les Allemands aujourd'hui on pourrait y arriver. Mais moi je proposerais d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire finalement de réfléchir à la manière dont la zone euro, dans son ensemble, peut contribuer au budget européen. Parce qu'aujourd'hui, sur les 15 dernières années, finalement, les ressources propres de l'Union ont énormément baissé et c'est des contributions nationales qui les remplacent. On est passé de 15% à 70% de contributions nationales sur les 20 dernières années, ce qui est énorme. Finalement, ça veut dire que si les finances précèdent le reste, ça veut dire qu'on est en train de construire l'Europe. Et donc, je crois que avant d'avoir d'autres politiques et de développer un budget spécifique avec d'autres dépenses, il faudrait que la zone euro puisse être développe des politiques fiscales qui permettent aux États membres de la zone euro de contribuer ensemble au budget de l'Union européenne. C'est-à-dire renverser la situation. C'est-à-dire quand on est dans la zone euro, on contribue ensemble au budget de la zone euro. Pas pour dire comme ça, je pense qu'on pourrait s'accorder plus facilement avec les libéraux allemands. Ouais. Fabienne Keller, et ce sera le mot de la fin. C'est vrai que c'est toute cette question, un budget, oui, mais pourquoi faire finalement ? Oui, ça mérite d'être travaillé. Comme Jean-Yves Lecomte le dit, c'est très juste. Il y a moins de ressources propres parce qu'en fait, il y a moins de tarifs douaniers, notamment sur les produits agricoles. Ils ont complètement disparu. Donc cette taxe d'inclusion carbone aux frontières pourrait en être l'une des ressources. Et après, il faut qu'ensemble, on définisse l'objet de ce budget. Par exemple, il pourrait financer des moyens importants et complémentaires pour les contrôles aux frontières. Pourquoi un État membre, l'Italie ou la Grèce devrait dépenser beaucoup pour contrôler pour sa la frontière politique d'asile. Parce que c'est à son... il se trouve que c'est le point d'entrée. Et ben c'est tout naturellement l'Europe qui est protégée dans sa globalité par une action efficace aux frontières, l'application rigoureuse de la réglementation européenne. Donc c'est le budget européen. Mais tout ça mérite, qui pourrait le financer, mais tout ça mérite discussion. Mais on sent bien que l'Europe qui protège a besoin aussi d'être capable de porter financièrement les charges qui correspondraient. Et j'entends bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'armée française ne va pas être payée par le budget européen. Oui, mais quand l'armée française participe à une force internationale et qu'elle est très significative, de l'ordre de 30 à 40% des financements européens totaux, peut-être qu'il peut y avoir un appui européen qui tient compte du fait que d'autres États membres n'ont pas de financement. Donc, moi, je me réjouis que le président de la République ait la vision d'une Europe forte, avec des axes stratégiques et une volonté de protéger et d'être aux côtés de nos concitoyens. Et à noter, Fabienne Keller, qu'Emmanuel Macron est toujours en train de s'exprimer. Il vient d'ailleurs de déclarer que le Royaume-Uni a toute sa place dans une UE repensée et simplifiée. La suite de l'analyse et du décryptage du discours d'Emmanuel Macron, ce sera tout à l'heure dans l'émission. On va plus loin. Merci à tous les trois. Beaucoup. On continue aussi de parler de l'actualité ici au Sénat, de la constitution des groupes politiques. Fabienne Keller, d'ailleurs, une question peut-être qui vous concerne, ce groupe constructif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Où est-ce qu'on en est? Écoutez, à cette heure, rien n'est décidé. Il y a deux options. Un groupe constructif séparé ou une sensibilité constructive au sein d'un groupe majorité sénatoriale autour de Gérard Larcher refondé. C'est dans les tout prochains jours que tout ça va se décider. On dialogue beaucoup avec mes collègues. Ce qui est important, c'est que ceux qui ont envie de soutenir l'action réformatrice du gouvernement, l'action pro-européenne qui vient d'être présentée par le président, soient rassemblés. Mais nous sommes aussi vigilants sur la question des collectivités locales. Oui, s'il n'y a pas de groupe Les Constructifs, est-ce que vous avez l'assurance du président du Sénat que cette sensibilité sera bien reconnue au sein du groupe LR, Fabienne Keller? C'est au cœur du sujet. Oui, on sait que Claude Malhuret, avec qui vous aviez créé cette association, n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Lui, il continue à chercher des signataires pour avoir ce groupe constructif. Oui, il est plus allant. Il a fait son choix clairement en faveur du groupe. Pour ma part, je discute beaucoup avec les collègues. Nous étions plusieurs dizaines à partager nos convictions, à être porteur pendant la présidentielle du même projet et je souhaite que cette décision soit prise en équipe. Eh bien, merci Fabienne Keller, merci Pierre-Laurent, merci Jean-Yves Lecomte. On continue aussi de vous faire vivre l'arrivée des nouveaux sénateurs ici au Sénat. On va les retrouver Saveria Rojek, peut-être pour savoir un peu plus sur le groupe centriste. Où est-ce qu'on en est, Saveria ?
Absolument Delphine, et sans surprise, c'est bien le sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille, qui a été élu il y a quelques instants à la tête de ce groupe centriste. Alors Hervé Marseille était le seul candidat pour succéder à François Zocchetto. On a cru un moment que l'ancien ministre, Jean-Marie Bockel, allait lui aussi se lancer dans la course pour lui disputer la présidence. Il a également été question un moment de Vincent Capo-Canellas. Et finalement, c'est bien Hervé Marseille qui était le seul candidat pour prendre la tête de ce groupe. Il a donc été élu il y a quelques instants. Un groupe centriste, on le sait, qui a été revigoré par ces élections sénatoriales. Le groupe compte désormais aux alentours d'une 50aine de membres. Ils étaient, je le rappelle, jusqu'à dimanche, 42 membres. Ce groupe sera donc plus que jamais un groupe pivot du Sénat. La question de la ligne a aussi fait débat aujourd'hui lors de cette première réunion de groupe entre les Modem, qui soutiennent totalement le gouvernement, et les UDI qui eux demandent un peu plus de considération de la part du pouvoir. Voilà donc, Delphine, pour l'élection du sénateur Hervé Marseille à la tête du groupe centriste du Sénat. Merci à vous, Saveria. Et justement, on va tout de suite voir le portrait d'Hervé Marseille réalisé par Flora Sauvage. Sans grande surprise, Hervé Marseille devient le président du groupe centriste du Sénat. Seul et unique candidat, cet homme discret va remplacer le sénateur maire de Laval, François Zocchetto, qui ne se représentait pas. À 63 ans, Hervé Marseille vient d'être réélu pour un second mandat dans les Hauts-de-Seine. Ancien responsable du Parti social-démocrate, il est maire de Meudon depuis 18 ans. Une mairie qu'il va devoir quitter avant le 2 octobre en raison de la loi sur le cumul des mandats. En 2007, il soutient Nicolas Sarkozy, ce qui lui vaut une suspension de l'UDF. Membre du Nouveau Centre, il prend position par la suite pour Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre en 2015. Actuellement vice-président du Sénat, Hervé Marseille espère faire entendre la voix des centristes au Palais du Luxembourg. À la tête d'une 50aine de sénateurs centristes, Hervé Marseille veut faire de son groupe un acteur incontournable du Sénat. Alors après les présidences de groupe, l'autre temps fort sera l'élection du président du Sénat. Elle aura lieu le lundi 2 octobre, puis viendront les présidences de commission. On voit tout de suite le calendrier avec Alicia Arpaia. Le renouvellement des instances du Sénat commence dès aujourd'hui avec comme premier rendez-vous les élections des présidents de groupe. Le lundi 2 octobre, c'est au tour du président du Sénat d'être désigné, un scrutin secret qui s'effectue directement à la tribune de l'hémicycle. Les listes des membres de chaque groupe seront ensuite remises au président élu, puis place le mercredi 4 octobre à la composition du bureau du Sénat avec la désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires. Le lendemain, jeudi 5 octobre, la journée est chargée. Dans la matinée aura lieu d'abord la constitution des bureaux des différentes commissions et l'élection de leur président. L'après-midi, l'ordre du jour sera fixé avec le gouvernement, juste après la traditionnelle photo de classe. Une photographie officielle du Sénat dans l'hémicycle où chaque sénateur se sera vu attribuer son siège. Dès la semaine suivante, les séances plénières reprennent au Palais du Luxembourg. Cette nouvelle assemblée planchera sur ses premiers textes à l'automne, avec au programme la loi antiterroriste, la ratification définitive des ordonnances et les projets de loi sur le budget 2018, le PLF et le PLFSS. Et on en vient maintenant à la question du groupe socialiste. Les négociations sont en cours pour élire un président de groupe. Pour l'heure, Laurence Rossignol, Martial Bourquin et Didier Guillaume sont candidats à la présidence du groupe. Mais c'est la question de la ligne politique qui reste ouverte. Quentin Calmy. Les anciens accueillent les nouveaux. Les socialistes qui ne pensaient pas être si nombreux sont contents de se retrouver. Pourtant, cette première réunion de groupe est déterminante. Il s'agit de fixer leur ligne politique au Sénat. Et si tous sont pour faire face à la droite sénatoriale, le positionnement face au gouvernement est plus ambigu. Je pense que c'est l'intérêt du pays que ce gouvernement puisse réussir. Alors, non, je ne suis pas Macron, je n'ai pas rejoint le groupe Macron. Je suis au groupe socialiste, c'est avec beaucoup de détermination jusqu'à aujourd'hui, mais sur une position nuancée. Dans cette rentrée, la ligne économique et sociale du gouvernement est tellement libérale et tellement peu soucieuse de justice sociale. Quand on est socialiste, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de se situer dans l'opposition. Je suis cohérent avec moi-même. Nous avons effectivement voté au sein du parti l'opposition. Moi, j'ai fait campagne et j'ai pu mesurer ce qu'était la position des élus sur Emmanuel Macron et sa politique. Après 3 heures de discussion, le groupe a tranché. Je crois qu'on est arrivé à un rassemblement.
Nous avons décidé que nous n'étions pas dans la majorité présidentielle et que nous étions dans l'opposition sénatoriale. Pas dans la majorité présidentielle, l'ambiguïté des mots sera clarifiée après le choix du président du groupe. 3 candidats se présentent, le sortant Didier Guillaume, Martial Bourquin et Laurence Rossignol. Chacun a une position claire de la ligne à adopter face à Emmanuel Macron. On va tout de suite retrouver Tam Tranui devant la salle du groupe socialiste puisque visiblement c'est Didier Guillaume qui a été réélu à la tête du groupe Tam. Et oui, effectivement, Delphine, on vient de l'apprendre à l'instant. Didier Guillaume, un président sortant du groupe socialiste, vient d'être réélu par 36 voix sur 70 dès le premier tour. Il a donc réussi à avoir la majorité absolue, mais à une seule voix près. Didier Guillaume faisait face à Laurence Rossignol, à l'ancienne ministre des Familles, et à Martial Bourquin, sénateur du Doubs, spécialiste des questions industrielles. Alors Didier Guillaume est donc le sénateur, était donc le président du groupe auparavant, le sénateur de la Drôme, qui est plutôt un fin manœuvrier et qui manifestement a réussi à convaincre suffisamment les nouveaux sénateurs également de voter pour lui. Didier Guillaume qui va donc maintenant devoir réellement rassembler son groupe sur cette ligne, le fait que le groupe n'appartienne pas à la majorité présidentielle mais ne soit pas dans l'opposition systématique, alors même que Didier Guillaume, il y a encore quelques mois, souhaitait que le Parti socialiste se situe dans la majorité présidentielle. Merci à vous, Tam. Et on continue les réactions des sénateurs qui font leur entrée ici au Sénat. On retrouve Saveria Rojac avec Olivier Paccaud. Il a été élu dimanche dans l'Oise. C'est à vous, Saveria. Absolument, je suis donc avec Olivier Paccaud. Olivier Paccaud, tout nouveau sénateur de l'Oise, élu sur une liste indépendante. Bonjour Olivier Paccaud. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ces premiers jours, ces premières heures au Sénat en tant que nouveau sénateur ? Je suis heureux évidemment d'intégrer cette belle maison où bat le cœur de la République. Donc je suis heureux et puis très fier aussi d'avoir pu emmener une partie des grands électeurs de l'Oise avec moi à la Haute Assemblée. On a beaucoup parlé de l'amateurisme des députés En Marche. Est-ce que vous pensez pouvoir éviter cet écueil au Sénat en tant que nouvel élu ? Oui, parce que je ne sors pas de nulle part. Je suis député suppléant d'Olivier Dassault depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai été conseiller régional, je suis vice-président de mon département. J'ai été maire adjoint de ma commune, conseiller communautaire, donc j'ai accumulé une certaine expérience. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un seul mandat. Je suis vice-président du département, encore pour quelques jours. Mais je pense effectivement qu'on ne s'improvise pas parlementaire et que chaque mandat que j'ai pu exercer m'a appris beaucoup et me permettra, je l'espère, d'aborder ce mandat de parlementaire avec un minimum de savoir déjà. Olivier Paccaud, vous venez de le dire, on ne s'improvise pas parlementaire. Sur quel dossier, dans quel domaine comptez-vous travailler ici au Sénat ? Écoutez, dans une vie passée, ma vie professionnelle, j'étais professeur d'histoire-géographie, je suis agrégé d'histoire-géographie et je souhaite intégrer la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Et je pense que, tous les domaines sont passionnants quand on aime la vie publique, mais j'ai peut-être un petit peu plus de connaissances et de choses à apporter dans ce domaine-là que je maîtrise un peu mieux. Une dernière question, Olivier Paccaud, vous avez été élu sur une liste indépendante, mais vous êtes plutôt de droite. Dans quel groupe allez-vous siéger ? Je suis un vieux gaulliste. Je siégerai au sein des Républicains et j'espère sincèrement participer à une reconstruction gaulliste des Républicains. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, un groupe Les Constructifs est en train de naître au Sénat. Est-ce que vous pourriez en faire partie ? Écoutez, aujourd'hui, non. Mais j'espère que l'orientation que prendront les Républicains conviendra à ma philosophie. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu complexe, un peu nébuleux. Et je compte
prendre modestement, mais je compte prendre ma part à la reconstruction, à la redéfinition d'une ligne politique populaire, une ligne qui tienne compte de la nécessité effectivement de renouvellement, d'adaptation au monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être beaucoup moins idéologue, beaucoup plus pragmatique, mais se baser sur une chose, la certaine idée de la France qu'avait le général de Gaulle. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette interview. Merci. Au revoir. Merci à vous, Saveria. Et on en vient à la question de l'équilibre politique au Sénat au lendemain de ces élections sénatoriales. Dans notre débat, c'est tout de suite. Le débat qui a déjà commencé sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Grosdidier. Bonjour. Vous avez été réélu dimanche sénateur Les Républicains de la Moselle. Merci d'être avec nous. Ronan Dantec, également réélu sénateur écologiste de la Loire-Atlantique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Julien Bargeton, bonjour. Vous avez été élu dimanche sénateur La République En Marche de Paris. François Grosdidier, on va voir un petit peu aujourd'hui comment s'opère cette recomposition politique au Sénat. On a dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de renouvellement. Comment l'expliquez-vous ? Oh, il y a eu un peu de renouvellement. Nous avons progressé, les Républicains et les centristes. On dit que ça correspondait aux élections municipales. C'est vrai que le corps électoral est dessus des municipales, mais pas seulement. L'immense majorité des électeurs, en fait, n'a pas de carte, n'a pas d'engagement. Je crois que l'enjeu était tellement différent des législatives. Aux législatives, beaucoup avaient voté En Marche pour donner une majorité au président, et beaucoup avaient voté Macron parce qu'ils ne voulaient pas voter pour d'autres candidats. Mais ce n'était pas l'enjeu de donner une majorité, c'était de porter la voix des collectivités locales et de faire vivre la démocratie dans le bicamérisme. On n'avait pas le problème opposition systématique ou constructive, puisque le Sénat nécessairement rentre dans la co-construction de la loi, sinon il n'existe pas. Donc l'enjeu était complètement différent, et c'est vrai que le gouvernement a donné beaucoup de raisons aux élus de manifester avec force leur voix face à un pouvoir qui n'a jamais été aussi technocratique et centralisateur. Ouais. Julien Bargeton, on sait qu'ici c'est la chambre du consensus. Finalement, le concept développé par Emmanuel Macron, gauche-droite, le fameux, et en même temps ça aurait pu trouver finalement une caisse de résonance ici au Sénat, et ça n'a pas été tout à fait le cas. Comment l'expliquez-vous ? Il ne nous a pas échappé que nous n'avions pas gagné les élections municipales de 2014, puisque nous n'étions pas présents à ce moment-là. Et théoriquement, d'ailleurs, La République En Marche n'a pas de grands électeurs. Il a fallu en convaincre, et des gens qui ont opéré leur révolution culturelle en quelque sorte et qui nous ont rejoints, ce qui a permis d'obtenir des sénateurs. Alors on aurait pu conformément à certaines espérances, espérer convaincre davantage. Mais moi, je me mets dans l'attitude que M. Grosdidier indique, c'est-à-dire cette attitude qui est celle qui correspond au Sénat, d'être une chambre où on construit, où on travaille et où on n'est pas dans une forme d'opposition stérile. Je note que le groupe La République En Marche est rassemblé et cohérent derrière un projet qui est celui du président de la République de transformer le pays. Je regarde de façon un peu amusée ce qui se passe dans les autres groupes, dont je ne sais pas, en fonction des jours, s'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. J'ai l'impression un peu des deux. Je note cette absence de leader et de projet, alors que nous avons un leader et un projet très clair et un programme à appliquer. Mais je souhaite l'appliquer et en tout cas travailler dans un esprit plutôt, évidemment, ouvert. Et tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans cette majorité présidentielle, eh bien, sont les bienvenus autour de nous pour y travailler. Alors, avant de donner la parole à Ronan Dantec, excusez-moi, on va tout de suite retrouver Tam Tranui, puisque vous êtes devant la salle du groupe socialiste pour une première réaction à la réélection de Didier Guillaume. Vous êtes avec Martial Bourquin. Oui, Martial Bourquin, donc votre réaction à la réélection de Didier Guillaume. Je rappelle que vous-même étiez candidat et vous êtes donc arrivé troisième lors de cette élection interne au groupe socialiste. D'abord, féliciter le président. Tout le monde avait pris l'engagement avant qu'on resterait ensemble, qu'on resterait le premier groupe d'opposition au Sénat. La majorité a tranché, il faut l'accepter. Il y a 34 voix pour les deux candidats et 36 voix pour Didier Guillaume. Voilà. 34 voix, si on rassemble vos voix ainsi que celle de Laurence Rossignol. Voilà, et c'est le résultat. Maintenant, le plus important, c'est que nous soyons un groupe uni
et que face, bien sûr, à la droite sénatoriale, mais aussi face aux décisions du gouvernement, il y a un groupe socialiste, parce que ce qui s'est passé dimanche montre qu'il y a un espoir. Le Parti socialiste, on disait mort, qu'on disait agonisant, a montré que dans les élections sénatoriales, c'était bien tenu. Et maintenant, faisons en sorte d'être un groupe uni qui fasse des propositions et qui soit capable d'animer la vie sénatoriale. Vous avez confiance en Didier Guillaume pour défendre la ligne arrêtée ce matin, c'est-à-dire ne pas se situer dans la majorité présidentielle. On sait qu'il avait eu des propos qui n'allaient pas dans ce sens il y a encore quelques mois, Didier Guillaume. Oui, c'est vrai. Mais ça a été voté très largement, à la quasi-unanimité. Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Et Didier Guillaume s'est engagé justement à ne pas être dans la majorité présidentielle. Et en même temps que nous soyons une force de proposition dans le contexte politique qui est vraiment très lourd. On va voir la loi de finances qui va arriver avec la fin de l'impôt sur la fortune, la baisse des APL. On va avoir concernant la... Il y a la taxe d'habitation, il y a toutes ces mesures. Oui, et puis pas que cela. Surtout concernant les ordonnances, loi travail, c'est un dossier extraordinaire. Un sujet qui a fracturé le groupe au mois de juillet. C'est celui-là qui a fracturé le groupe au mois de juillet. On va faire en sorte de travailler ensemble, mais surtout d'avoir des positions unies sur ces questions. Merci beaucoup, Martial Bourquin. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Tam. On continue le débat ici en plateau avec vous, Ronan Dantec. En 2011, il y avait eu un groupe écologiste au Sénat avec 10 parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si oui ou non, on aura encore un groupe écologiste au Sénat? Oui, c'est un petit peu tôt pour le dire. Moi, je note d'abord que l'ensemble des écologistes sortants qui se sont représentés, on ne le dit pas assez, ont été élus. Est bien réélu, puisque Joël Labbé est en tête dans le Morbihan, 25% des voix devant les socialistes et les républicains. Moi-même, en Loire-Atlantique, 18% des voix, je suis devant la liste des républicains, à peu près le double de la liste En Marche et pas très loin de la liste socialiste. Donc ça veut dire que l'offre politique qu'on incarne a rencontré 2 grands électeurs et pas quelques grands électeurs, des centaines de grands électeurs. Donc cette voix, elle doit exister au Sénat dans le débat politique. J'entends ce qui vient de se passer au groupe socialiste. Moi, il me semble qu'il y a un espace aujourd'hui pour un groupe d'hiver gauche centré sur la question de la fracture territoriale. Moi, j'ai fait campagne sur ce sujet et j'ai rencontré beaucoup de maires extrêmement inquiets. Je pense qu'ils sont particulièrement inquiets des mesures prises par le gouvernement Philippe et par le président de la République. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, très clairement, on n'est pas dans la majorité. On va combattre les mesures qui privent finalement les territoires de leur capacité d'action. Et elles sont nombreuses aujourd'hui. Si je les énumère, on va bouffer l'ensemble du temps de parole qu'on a sur cette émission. Ah non, on va pas les énumérer, donc voilà, donc je crois qu'il y a vraiment un espace, là maintenant, encore plus clairement depuis quelques minutes, pour un vrai groupe écologiste. Il vous manque combien de parlementaires, Ronan Dantec? Non, vous pourriez me poser la question inverse. Oui. Quelle est votre marge de sécurité Je pense qu'on aura de quoi faire en sorte qu'il y ait une voix d'hiver gauche, pas qu'écologiste, centrée sur la question de l'avenir des territoires et la fracture territoriale, mardi au Sénat. J'accueille Valérie Létard qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, sénatrice UDI, UC du Nord, vous avez été réélue dimanche. On voit que la question aujourd'hui qui va se poser, c'est celle d'être dans la majorité présidentielle, soutien de la majorité présidentielle, soutien avec des conditions. Dans quelle ligne vous situez-vous au groupe centriste? Eh bien d'abord, comme vous le savez, nous venons de procéder comme pour les autres groupes de l'institution sénatoriale à l'élection du président de notre groupe, et c'est Hervé Marseille qui vient d'être élu. Il était le seul et unique candidat de l'ensemble des familles présentes dans le groupe Union Centriste UDI, et que la ligne qui est la nôtre, d'abord, c'est notre appartenance à la majorité sénatoriale. Ce qui a été réaffirmé, c'est que nous sommes composés, comme vous le savez, d'élus venant aussi bien du MoDem que de l'UDI, que sans étiquette, que radicaux, et que notre volonté, c'est de garder liberté, autonomie, indépendance, à savoir que effectivement, il y a aujourd'hui une majorité présidentielle dont nous voulons bien évidemment qu'elle réussisse son mandat, ces 5 ans, car si c'était l'échec de 5 ans de gouvernement, ça voudrait dire l'échec de notre pays, mais que nous voulons, nous, accompagner ces réformes en étant la voix, nous aussi, des territoires, en toute indépendance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas
majorité présidentielle, nous sommes majorité sénatoriale, mais nous avons la volonté d'accompagner les réformes, mais en rappelant que les réformes, elles ne se construisent pas pour les territoires ou pour nos concitoyens sans eux, et qu'il faudra compter avec l'institution sénatoriale qui doit être l'incarnation de la démocratie parlementaire qui n'existe plus à l'Assemblée nationale. C'est essentiel et pour cela, il faut indépendance et autonomie. C'est ce que nous souhaitons. Ça veut dire responsable, raisonnable mais exigeant et force de proposition. Opposition exigeante. On va continuer ce débat. On retrouve Tam Trani qui nous fait vivre également à l'élection du président du groupe socialiste. Didier Guillaume a été réélu. Vous êtes avec Patrick Kanner qui fait son entrée au Sénat, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, pour une réaction à réélection de Didier Guillaume. Et oui, Patrick Kanner, effectivement, qui vient tout juste d'être élu sénateur. Votre réaction, effectivement, à la réélection de Didier Guillaume à l'instant comme président du groupe socialiste. Didier a été réélu à la majorité absolue dès le premier tour, avec deux autres candidatures que je tiens à saluer, Martial Bourquin et Laurence Rossignol, mon ancienne collègue ministre au sein du gouvernement de François Hollande. C'était un beau débat, chacun a pu s'exprimer, un vrai débat démocratique à l'intérieur du groupe qui, ce matin même, a beaucoup travaillé. Moi, je me suis très content d'intégrer un groupe important qui sera le deuxième groupe au sein du Sénat. Sénat. De ce succès inattendu, puisque vous avez plus que sauvé les meubles lors de cette élection sénatoriale. Vous savez, quand on perd des sénateurs, ce n'est jamais un succès. Mais il est vrai que nous assistons là peut-être à une forme de rebond. Les grands électeurs nous ont considérés comme étant crédibles par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs préoccupations et par rapport à leurs craintes vis-à-vis des mesures récentes du gouvernement. Donc nous serons un groupe responsable, un groupe d'opposition au sein du Sénat, et nous ne participons pas de la majorité présidentielle, même s'il est clair que quand les propositions nous seront faites et quand elles seront bonnes, nous saurons les soutenir. C'est ça, je pense, un groupe social-démocrate assumé. Merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction en direct. Peut-être votre réaction, Julien Bargeton, à ce que vient de dire Valérie Létard. Si j'ai bien noté, il n'y a plus de démocratie parlementaire à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas commenter ce propos-là. Je pense que le Sénat est la chambre du pluralisme politique. En effet, on sait que l'Assemblée nationale a le dernier mot et c'est parfois une chambre qui se laisse entraîner par les passions politiciennes, et que le Sénat est le lieu le plus adapté à la construction de majorités de projets. Donc moi j'entends ce qui se dit autour de cette table et je suis heureux qu'on puisse se dire qu'on va travailler ensemble, en tout cas sur certains sujets, projet par projet. Je sais bien que nous rencontrerons aussi des oppositions et c'est la démocratie, c'est très sain, mais je pense que cette attitude est ouverte et me semble responsable, en tout cas intéressante pour travailler sur des sujets. Par exemple, la réforme des institutions, il ne faut pas bloquer les projets dont les Français ont besoin, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage, en quelque sorte, entre les aspirations des Français qui sont dans l'exigence, sont dans l'attente, mais ont voté pour Emmanuel Macron, et puis une chambre qui serait dans un conservatisme frileux finalement et dans une opposition stérile. Je note évidemment, je vois bien les hésitations du côté du Parti socialiste qui se dit parfois à la fois constructif le matin, un peu moins le soir, et que l'unité sera difficile à faire. Mais pour autant, je pense que l'important c'est de travailler sur la construction de l'avenir du pays et donc la transformation. On voit bien que sur les ordonnances relatives au Code du travail, sur la rénovation des institutions, sur la sécurité intérieure, il y aura des débats et je pense qu'ils pourront aboutir à des solutions, en tout cas partagées. Moi, nous sommes le groupe qui est cohérent, rassemblé, mais ouvert à toutes les propositions pour soutenir la transformation du pays. On va y venir, Julien Bargeton, si vous voulez bien, mais justement, Didier Guillaume est avec Tam Trani pour une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre ici, Tam, sur ce plateau. Julien Bargeton met en garde finalement les sénateurs à ne pas faire de l'opposition stérile, à se montrer, à faire preuve d'un conservatisme frileux. Peut-être une réaction. Oui, effectivement, Didier Guillaume. D'ailleurs, peut-être votre réaction à la ligne qui a été adoptée ce matin après 3 heures de débat sur la ligne qui est de ne pas être dans la majorité présidentielle, mais peut-être pas d'être non plus dans une opposition systématique. Oui, nous avons eu un long débat, d'abord parce qu'il fallait faire la connaissance des nouveaux sénateurs et sénatrices, il y en a eu beaucoup, et puis nous avons voulu faire la journée en 2 temps. D'abord ce matin un débat sur la ligne politique de notre groupe, et cet après-midi sur l'élection du président. Ce matin il y a eu 25 ou 26 interventions, ça a duré longtemps parce que chacun devait s'exprimer. Moi je vais à ce que tout le monde puisse s'exprimer, même si l'on ne pense pas totalement à la même chose. Et ce qui a été le texte que j'ai fait voter, qui a été voté à l'unanimité
moins 5 ou 6 abstentions, 5 abstentions, c'est d'affirmer, donc nous étions un groupe d'opposition à la majorité sénatoriale, mais ça n'a rien de nouveau sous le soleil, et que nous n'étions pas dans la majorité présidentielle, mais que nous voterions les textes en fonction de la façon dont ils nous sont présentés. Voilà. Et cet après-midi, donc, il y a eu l'élection du président du groupe. Et oui, que vous êtes. Donc, vous avez été réélu donc, au premier tour avec 36 voix sur 70, donc la majorité absolue. Satisfait, je suppose, de ce résultat? Oui, bah évidemment, quand on est élu au premier tour avec 3 candidats, ça fait toujours plaisir. Je veux saluer mes collègues qui se sont présentés, Martial Bourquin et Laurence Rossignol. Moi, je suis resté comme je suis, c'est-à-dire en affirmant mes qualités, peut-être mes défauts, mes valeurs, et disant comment je voulais faire travailler ce groupe dans l'unité, dans la responsabilité, parce que les Françaises et les Français nous regardent, et nous devons absolument, nous, les élus socialistes, républicains, apparentés, montrer que nous sommes des réformistes, que nous voulons aller de l'avant, et en même temps que nous représentons les territoires qui ont beaucoup souffert ces derniers temps, et que nous représentons les citoyens. Êtes-vous confiant dans le fait que vous allez arriver à conserver cette unité dans le groupe? On le sait, par exemple, au mois de juillet, il y avait des grandes fractures, notamment avec l'examen des ordonnances. Certains au sein du groupe vous reprochent d'avoir même voulu que le groupe socialiste soit dans la majorité présidentielle, c'était il y a quelques mois. Ma grand-mère disait, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc tout ça, ce ne sont que des billevesées, ça ne compte absolument pas. On a fait une démonstration d'unité ce matin, cet après-midi, une belle élection. On ne va pas commencer à dire est-ce qu'on va se diviser. Mais il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, tous les partis politiques, le Front National, les Républicains, l'UDI se cherchent, les radicaux veulent se regrouper et les socialistes sont en difficulté politique parce qu'il y a une élection présidentielle. Donc forcément, il y aura des courants qui traverseront les socialistes. C'est le cas du Parti socialiste, ça sera sûrement le cas du groupe socialiste. Moi, j'ai un rôle essentiel, majeur. C'est celui de conserver l'unité du groupe, de faire en sorte que les sénateurs et les sénatrices socialistes travaillent en bonne intelligence. Il y aura un congrès au niveau du Parti socialiste, mais ici, nous ne sommes pas à Solferino, ce n'est pas la préparation du congrès, c'est la préparation des orientations budgétaires et la préparation des lois que nous présentera le gouvernement. Et mon grand engagement, que j'ai évoqué tout à l'heure avec mes collègues, c'est de dire nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup Didier Guillaume de nous avoir réservé cette première réaction. Merci beaucoup Tam. On continue le débat en plateau. On voit bien l'enjeu, François Grosdidier, pour le groupe socialiste, c'est de maintenir l'unité. Qu'en est-il chez les Républicains? Et on sait qu'il y a une tentative de construction d'un groupe, les constructifs. Écoutez, je suis moi-même un des sénateurs qui a soutenu Alain Juppé et dont parfois d'ailleurs la presse désignait comme constructif. Deux choses à dire. D'abord, au Sénat, tout le monde est constructif. Même si je trouve que le terme a été un peu dévoyé à l'Assemblée nationale, puisqu'on rentre tous dans la co-construction de la loi, quel que soit le groupe, sinon on n'existe pas et on est contourné institutionnellement. Donc le problème ne se pose pas, on ne fait jamais d'obstruction. J'ai été député, je suis devenu sénateur, j'ai découvert un autre monde. Quand on est député... Entre la ligne Fillon et la ligne Alain Juppé, il y a quand même des différences. Mais on ne sait même plus qui est quoi. D'ailleurs, regardez à l'époque Fillon-Copé, où les deux groupes à l'Assemblée sont divisés. Le groupe au Sénat est resté absolument serein et rassemblé. Là, c'est pareil. Il n'y a pas autant de divergences de fond que ça. On rentre tous dans la co-construction de la loi. Moi-même, j'ai soutenu Juppé. Je suis parfois plus à droite que certains sur les questions de sécurité, plus à gauche sur des questions d'intégration, d'environnement, etc. Et chacun est comme ça. Alors Fabienne Keller, qui était sur ce plateau tout à l'heure, a quand même envie qu'il y ait la reconnaissance de ce courant, de cette sensibilité.